Il est celui qui a ruiné le moment de gloire du plus grand cuirassé au monde. Un petit destroyer avec la tâche de protéger sa flotte, une mission qu'il remplira avec les honneurs. Dans une avancée héroïque, presque seul contre tous, face à une flotte infiniment plus grande, il chargera, faisant même fuir les croiseurs lourds, avant de charger de nouveau, faisant croire à l'ennemi qu'il n'avait non pas un destroyer, mais toute une flotte de croiseurs face à lui. Ce destroyer aura tenu tête aux Yamato et aux autres cuirassés japonais dans un échange bien inégal. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente l'USS Johnston. Avant de parler de l'USS Johnston, il faut déjà rapidement aborder la classe Fletcher, à laquelle il appartient. Cette classe de destroyer sera l'une des meilleures de la Seconde Guerre mondiale. Le premier sortira en 1942, le premier d'une longue liste de 175 navires qui auront tous une longue carrière, certains plus remplis que d'autres. Ce sera le cas de l'USS Johnston. Les navires de classe Fletcher sont des navires très équilibrés, vantés pour leur prouesse, qu'elles soient en termes d'artillerie face à d'autres destroyers, ou même d'autres unités beaucoup plus lourdes. Ou encore en termes de défense antiaérienne, de lutte anti-sous-marine, ou tout simplement d'endurance. Ils sont équipés de 5 canons de 127 mm, de 10 tubes lance-torpilles, ainsi que de nombreux canons antiaériens. Ils filent à 38 nœuds en vitesse max et pèsent près de 3000 tonnes en pleine charge. Pour ceux qui connaissent, le Greyhound du film éponyme est un classe Fletcher fictif, mais les situations dans lesquelles il se trouve pouvaient être plus que réelles. Bien, maintenant que nous avons parlé de la classe Fletcher en elle-même, nous pouvons aborder le Johnston. Il sera mis en service en 1943. Lors de son speech, son futur commandant, Ernest Evans, annoncera la couleur en s'exclamant « Ce navire sera un battant, j'ai l'intention d'aller sous le feu de l'ennemi, ceux qui ne sont pas prêts à faire de même ont tout intérêt à descendre tout de suite. » Et on verra plus tard qu'aller sous les feux de l'ennemi, c'est une chose que le Johnston fera très bien. Seulement 3 mois plus tard, lors de la campagne des îles Marshall, le Johnston bombardera les plages de Kwajalein le 1er février, puis de Eniwetok du 17 au 22. Sous le feu des défenses côtières, il supportera l'invasion des troupes en détruisant notamment des bunkers et des nids à mitrailleuses. Plus tard, en mars, il bombardera de la même façon l'atoll de Kapinga Marangi, j'espère que je dis tous ces noms plutôt bien, et continuera ses bombardements des îles Solomon. Après ses missions de bombardement, le Johnston partira en patrouille anti-sous-marine. Le 15 mai 1944, la présence du sous-marin I-176 est notée. Il sera plus tard repéré et coulé par le Johnston et son unité. Le 21 juillet, accompagné de l'USS Pennsylvania, qui était présent à Pearl Harbor, ils bombarderont Guam pour la future invasion. Les tirs du Johnston furent très précis et détruiront de nombreuses installations. Ce dernier tirera plus de 4000 obus en à peine une semaine, pour la pause. Un peu plus tard, le navire protégera les porte-avions de sa défense antiaérienne. Le 12 octobre, le navire se prépare pour la future bataille de Leyte en ayant la mission d'escorter les porte-avions d'escorte de l'unité Taffy 3. Cette unité sera composée de 6 porte-avions d'escorte, 3 destroyers dont le Johnston et 4 destroyers d'escorte. Le 23 octobre, les sous-marins américains détectent la flotte japonaise qui arrive pour attaquer Leyte. Une première flotte, composée notamment des 2 classes Fuso, sera décimée les 24 et 25 octobre lors de la bataille du détroit de Surigao, dernière bataille de cuirassés de l'histoire. Dans le même temps, la flotte de l'amiral Halsey fera de gros dégâts aux cuirassés japonais. Ils couleront notamment le fameux Musashi dans un combat long de plusieurs heures. L'amiral ira ensuite traquer les porte-avions ennemis au niveau du cap Anganyo. Le petit groupe Taffy 3 était maintenant bien seul à patrouiller autour du golfe de Leyte, non loin de Samar. Mais les Japonais réussiront à se faufiler dans le détroit de San Bernardino, avec une force extrêmement dangereuse, composée notamment du Yamato, plus puissant cuirassé au monde, du Nagato, du Kongo et du Haruna, un autre classe Kongo, ainsi que de 7 croiseurs et 12 destroyers. Takeo Kurita espère avec cette manœuvre anéantir les navires larguant des troupes, ainsi que les troupes elles-mêmes. Il repérera la force peu après, mais elle les confond avec une flotte de porte-avions lourds, et ordonne donc une attaque générale. Une erreur qui créera la confusion au niveau de la flotte japonaise, ces derniers étant peu ordonnés lors de l'attaque. Pour faire court, ils bourrinent sans réfléchir. Ils seront repérés non loin de Taffy 3 par un avion qui ira de suite les informer de la présence des Japonais. L'un des canonniers du Johnston
dira même qu'il se sentait comme David sans son lance-pierre. Très rapidement, à cette heure, le Johnston zigzagra entre les porte-avions et les Japonais afin de mettre sa fumée et dissimuler sa force. Mais rien à faire, les Japonais tirent et le Johnston doit esquiver les coups. Mais il avance afin d'arriver à porter de toute la force dans une charge presque suicidaire. Alors qu'au même moment, l'amiral Sprague ordonne de lancer tous ses avions avec ce qu'ils ont sous les bras, que ce soit des roquettes, des mitrailleuses ou même des charges anti-sous-marines, tandis que certains iront même sans munitions afin de distraire les navires. Du côté japonais, c'est la confusion. Dans leur hâte, les croiseurs et les destroyers coupent la route des cuirassés, obligeant le Congo à quitter la formation et agir seul pour toute la bataille. 7h10, le Johnston, à 16 km, commence à tirer sur les croiseurs avant de concentrer son tir sur le Kumano, le navire amiral de la flotte de croiseurs. Sans consulter les ordres de ses commandants, le commandant Evans ordonne d'avancer à toute vitesse en braquant à fond à bâbord tout en zigzagant autour des tirs. 7h15 à 19 km, le Johnston réussit à toucher plusieurs fois la superstructure du Kumano qui prend feu rapidement. 7h16, l'amiral Sprague ordonne au commandant William Dow Thomas à bord du destroyer USS Howell d'attaquer avec sa formation et de tirer leurs torpilles. Pendant ce temps, le Johnston continue son attaque tout en effectuant des manœuvres d'évasion sous une pluie battante, faisant de lui une cible difficile. Il s'approche à seulement 8 km et tire ses 10 torpilles. 7h24, 2, peut-être même 3 torpilles touchent le Kumano et explosent sa proue. Ce dernier est obligé de faire demi-tour. Il sera assisté dans sa détresse par le Suzuya qui avait subi des dommages d'une attaque aérienne. À ce moment, les Japonais croient affronter une flotte de croiseurs, mais c'est le Johnston seul qui attaque. Peu après, le commandant Evans fait demi-tour et il se cache dans sa fumée et continue de tirer. 7h30, 3 énormes obus passent à travers le pont du Johnston. Ils explosent l'un de ses moteurs et déclenchent des problèmes électriques au niveau de ses tourelles arrière. Le navire passe à 17 nœuds. Les sources divergent quant à savoir quel cuirassé a touché le Johnston. Certains pensent que c'est l'un des deux classes Congo, d'autres que c'est le Yamato. Peu après, 3 obus de 155 mm du Yamato touchent de nouveau le Johnston, tuant de nombreux marins et coupant les doigts du commandant Evans. Le navire prend la gîte, tandis que le Yamato fera un rapport disant avoir coulé un croiseur. Mais croire qu'il a coulé, c'est sous-estimer le Johnston. Le navire repartira un peu plus loin, caché par une tempête salvatrice. Il sera en partie réparé. 2 tourelles et la commande de tir seront remises en marche. 7h35, depuis sa position, le Johnston tire de nouveau sur le destroyer, puis sur le Haruna. 7h50, ordre est donné de charger et de torpiller la flotte ennemie. Le commandant Evans dit qu'il n'a plus de torpille, mais ordonne au Johnston de charger et de couvrir de ses canons les autres destroyers. Mais avant même qu'il puisse attaquer, il passe très près de rentrer dans l'USS Herman, alors qu'ils étaient tous deux dans la fumée, sachant que le Johnston n'a plus de radar et que son moteur peut à peine le faire ralentir. Ils passeront à seulement 3 mètres de la catastrophe. La fumée était telle qu'ordre était donné de ne tirer qu'en voyant la cible. 8h20, de nulle part sortant de la fumée et à seulement 6 km, l'immense Haruna pointe le bout de son nez. En seulement 40 secondes, le Johnston tire 30 coups et au moins 15 toucheront la superstructure du cuirassé. Il tirera quelques coups de ses canons de 356 mm, mais manquera de très peu pour le destroyer. 8h30, après avoir vu le porte-avions Gambier Bay se faire attaquer par les croiseurs, le commandant Evans, à bord de son navire déjà bien amoché, ordonne de tirer sur les croiseurs pour qu'ils se concentrent sur lui. 10 minutes plus tard, à 8h40, 6 destroyers, accompagnés du croiseur Yahagi, arrivent à la rencontre du Johnston. Ce dernier commence à tirer sur le croiseur léger. 9h06, le Yahagi tourne pour tirer ses torpilles. Il est touché plusieurs fois avant de repartir. Le Johnston tire ensuite sur les navires suivants qui tirent leurs torpilles avant de partir sur ordre de Kurita. Aucune ne touchera. Plus tard, un tir touchera l'avant du Johnston et détruira l'un de ses canons. D'autres tirs toucheront et feront exploser ses munitions de 40 mm. Tout l'avant du navire est en feu et le commandant Evans passe sa commande à l'arrière du navire en hurlant ses ordres, tandis que les marins font tourner le gouvernail à la main. Et les 2 autres destroyers avaient été coulés et le Johnston était seul face à 4 croiseurs et une flotte de destroyers. 9h30, le navire est touché dans son dernier moteur et commence à couler. Les Japonais ne le ratent plus. 9h45, le commandant Evans ordonne d'abandonner le navire. 10h10, le Johnston commence à se retourner. Un destroyer japonais tire un dernier coup afin de s'assurer que le navire coule. Le capitaine du destroyer saluera l'USS Johnston avant qu'il ne coule. Sur 327 hommes d'équipage, 141 seront repêchés, 50 seront tués lors de la bataille, puis 45 par leurs blessures. Et 92, dont le commandant Evans, ne seront jamais retrouvés.
L'USS Howell et le destroyer d'escorte USS Samuel B. Roberts seront eux aussi coulés, alors que du côté japonais, 2 croiseurs lourds seront coulés par les attaques aériennes et les destroyers. Kurita ordonnera le retrait de sa flotte, le Yamato ayant perdu le contact après avoir esquivé des torpilles et le commandant pensait avoir détruit plusieurs porte-avions. En réalité, seuls 2 porte-avions d'escorte seront coulés. Il est important de noter que les ordres japonais lors de la bataille de Leyte étaient de balancer toutes les forces restantes et détruire un maximum de navires. Le problème ici étant que Kurita ne savait pas que la force de Halsey avait bien été leurrée hors de portée des cuirassés, et que donc Kurita ne fut pas assez aussi tactique pendant la bataille, mais encore une fois avec des si. Voilà. Après la bataille, l'amiral Sprague sera même surpris que ces derniers partent. Quant au Johnston, il sera récompensé de la Presidential Unit Station, l'une des médailles américaines les plus importantes, tandis que le commandant Evans recevra à titre posthume la Medal of Honor. Quelques années plus tard, en 2019, l'épave de l'USS Johnston sera retrouvée par quelques 6400 mètres de fond, faisant de lui l'épave militaire la plus profonde jamais retrouvée. Une façon, à sa manière, de marquer encore un peu plus l'histoire. Quant au commandant Evans, il verra son nom utilisé sur l'USS Evans, évidemment, un destroyer d'escorte de classe Dealey, un autre navire portant son nom, un destroyer de l'excellente classe Harley Burke, sortira dans plusieurs années. Cette fois-ci de son nom complet, à savoir USS Ernest E. Evans. Enfin, la bataille de Samar aura même droit à son propre livre, The Last Stand of the Tin Can Sailors, Tin Can étant le surnom donné aux classes Fletcher. L'acte héroïque de l'USS Johnston et de son escorte est à retenir comme le jour où une force de destroyers ont fait fuir une flotte immensément plus grande, composée de nombreux croiseurs et cuirassés, dont le plus puissant de tous, qui a vu son seul moment de gloire ruiné lors de cette bataille. C'était l'Argosy, et je vous ai présenté l'USS Johnston.